À quoi ressemblera une ville 100% circulaire en 2050 ? Les super matériaux de la science-fiction peuvent-ils devenir réalité ? La révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? Découvrez Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain, disponible sur toutes les plateformes. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. On va parler de chiffres, mais pas de n'importe quel chiffre, des chiffres intéressants, de ce qu'on peut en tirer, en comprendre. On va aussi vous parler de rumeurs, de réflexions assez profondes, de téléphones pliables qui sont peut-être moins cool qu'on l'aurait aimé et de plein d'autres choses. Je suis Patrick Béja et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Cédric Bonnet qui nous a pas manqué, qui n'a pas manqué de faire sa petite blague. Je vous ai pas manqué, ok. Mais non. Attends, une seconde. Qui n'a pas manqué de faire sa petite blague en disant « Ah !» quand je dis « Allez, on se lance » avant l'émission. Tu sais, quand tu es dans l'émission et que tu ne le fais pas, les auditeurs l'entendent pas. Mais du coup, oui, moi, je suis un peu triste. Mais je sais. C'est un petit peu un oracle de la qualité de l'émission. Quand tu le fais, ça veut dire qu'elle sera. Alors là, je ne sais pas. Je m'avancerai pas trop. Bon, Jérôme Kainborg est là aussi. Comment ça va, Jérôme ? Eh ben, écoute, ça va. La grande question, sommes-nous des présentateurs pliables ? C'est un petit peu la question qu'on va se poser. Vu nos âges avançant de moins en moins. Nous en plions en 4 pour faire plaisir aux auditeurs. C'est ce que j'allais te dire. Patrick, il se plie en 4 à chaque fois pour faire plaisir. En 4, en 8. Bon, les téléphones, c'est que en 2 pour le moment. Donc, clairement, ils ne sont pas prêts de nous remplacer. Mais est-ce que ta surface est touch, Patrick ? C'est ça la vraie. C'est ça. Écoute, ma surface est touch, possible pour certaines personnes, mais la surface de mon téléphone... Tu es capacitif ou résistif ? Écoute, plutôt résistif. Et quel est ton temps de latence entre le touch et la réaction ? Écoutez, il y a dans le sondage que je viens de publier, je fais tous les quelques temps, généralement tous les ans, un sondage pour les auditeurs, et il y a une question qui pourrait pas plus ou moins correspondre à ces questions que vous posez. C'est un sondage qui est très rapide, ça prend 5 minutes. En plus, répondu. Il y a des... Ah, t'as répondu ? Alors, il y a des au moment photos... où il a été posté, je dois être dans les premières réponses. Il y a des photos, elles sont surprises, bonus. Je me suis dit, on va faire ça de manière un petit peu amusante, hein, parce que bon, répondre à un sondage, c'est pas forcément le truc le plus marrant. Mais du coup, il y a des photos pour vous motiver. Les photos, c'est des photos. C'est des photos dossiers. Franchement, c'est des dossiers. Faut pas les ressortir sur les réseaux sociaux. Hein. Des photos de Patrick choquantes. Je suis choqué moi-même. Alors, tu vois, je les ai sauvegardées en me disant, une fois qu'il aura clos le sondage, on pourra les balancer. Donc, si vous voulez voir ces photos, le sondage en lui-même prend 5 minutes. Aucune question quasiment n'est obligatoire. Mais en plus, il y a les photos. Je mets le lien dans les notes de l'émission. Donc, voilà, c'est particulier. Sincèrement, j'ai hésité. Il y en a une que j'ai hésité à mettre. Mais je vous laisse découvrir. Laisse-moi deviner. Je vous laisse la découvrir. 2. Eh oui, c'est celle-là. La 2 va vous étonner. Mais grave. Et donc, les auditeurs, vous pouvez aller répondre tous, ça serait sympa parce que ça me permet d'avoir des... C'est en particulier sur... il y a plusieurs questions, mais en particulier sur le Patreon, les récompenses qui pourraient vous plaire. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier les patriotes et spécifiquement Moreno, Mathieu Sanchez, Cyril Bess, Alexis, Michael Duprat, Louis Grudu, Lord Tamo, David Albahac, Piedro et Wood. Merci à vous tous et tous ceux qui soutenaient l'émission sur patreon.com/rdvtech. Alors, on va parler des résultats financiers, mais avant ça, je me suis dit, on va faire, avant de plonger dans le cœur du sujet, une petite news marrante. Peut-être que c'est un truc qu'on va faire de temps en temps dans l'émission. En premier, il y a un artiste qui a fait un truc assez drôle avec Google Maps. Il a mis 99 téléphones dans son sac et il est allé dans une rue. Et puis, il s'est mis à avancer très lentement. Il était dans un petit véhicule et il s'est mis à avancer très lentement, tant et si bien que Google Maps, voyant toutes ces données de téléphone sous Google Maps qui avançaient lentement, s'est dit « Ah bah merde, il y a un embouteillage sur cette rue » et donc a dérouté tous les autres utilisateurs de Google Maps alors que la rue était complètement libre. C'était juste cet artiste qui a fait ce truc. Alors, ils ont répondu avec humour.
Ouais, c'est un petit chariot. Voilà. Et si tu regardes les screenshots, c'est assez drôle. Il l'a fait devant le siège de Google à Berlin, devant le YouTube Space allemand, et il a bloqué en fait la rue devant chez Google. Et c'est un tout petit chariot rouge qu'il tirait en fait dans la rue. J'avoue que j'ai trouvé ça très drôle. Ils ont répondu avec humour. Et puis peut-être même que ça peut leur... Bon, je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui pourraient faire ça. Mais en même temps, si tu veux faire de la disruption en cas d'attaque, je ne sais pas, militaire... Ça s'est passé à Hong Kong. Hein. Ils ont fait un peu la même chose à Hong Kong, les manifestants, avec, tu sais, l'histoire de l'app qui permettait de voir où il y avait des forces policières, etc. C'est-à-dire que on peut hacker finalement les systèmes qui nous surveillent, si tu mets les moyens, parce qu'il faut quand même sortir, à part Cédric Bonnet à sa grande époque, quand je l'ai connu, avoir 99 téléphones. J'en ai encore, hein. Je les ai encore, hein. Il me manque juste les cartes SIM, mais ça on va changer. Il faut quand même les Free à 2 € chez Free, c'est bon, hein. Donc voilà, un petit hacking de Google Maps, mais je me demande s'il ne pourrait pas y avoir des... Oui, vas-y. Mais tu sais que moi, dans ma rue, mais vraiment, là, je suis sur une avenue pas loin de Bordeaux. Tout au bout, il y a un feu. Et il y a une résidence qui est construite vraiment au bord du trottoir. C'est-à-dire que tu as vraiment 1 mètre de trottoir et tu es face au feu. Et il y a des gens qui doivent rentrer dans leur parking et à chaque fois, il y a ce feu qui les empêche de rentrer. Et en fait, ça saoule tellement les voisins que je pense qu'ils doivent se relayer tous. Et ils déclarent à chaque fois qu'il y a un embouteillage au bout de la rue sur Waze. Et quand vous prenez Waze, moi, chaque fois que je prends Waze, il me dit de ne pas tourner à gauche donc, pour aller vers Talence, Bordeaux et tout ça, mais de prendre à droite. Ça me fait faire un détour énorme parce qu'en fait, il considère que la rue est bloquée. Sauf que moi, je la vois, en fait. Dès que je sors de chez moi, je vois qu'en fait, il n'y a personne. Mais il y a à chaque fois un embouteillage énorme, genre le trafic arrêté et tout ça, alors qu'il n'y a personne. Et c'est eux qui, en fait, sur Waze, déclarent sans arrêt qu'il y a des embouteillages tout le temps. Et le truc, c'est qu'en plus, Waze, prenant l'habitude de ces déclarations-là, tu sais, dans des prédictions d'horaires, de départ, de machin et tout ça, prend en compte le fait qu'il y a toujours des embouteillages à se faire. Alors qu'en fait, il y en a de temps en temps, mais c'est jamais le foutoir ultime comme c'est déclaré. Genre là, en ce moment, il déclare que il y a un embouteillage, alors qu'en fait, il y a personne dans la rue. Il y a des erreurs, disons, dans ces systèmes de toute façon, c'est sûr. Là, ce qui était intéressant, c'était que quelqu'un a volontairement hacké le truc pour donner de fausses informations, de manière ciblée, quoi. C'était, enfin bon, bref, c'était. Mais je trouve ça a quelque chose de réconfortant de voir qu'il est possible, parfois avec des moyens un peu désuets, ou de détourner ces grandes forces qui nous contrôlent de plus en plus, quoi. Eh ben, justement, à propos de grande force, je vais vite te ramener à la réalité, Jérôme, avec les résultats parfois trimestriels, parfois annuels de toutes ces sociétés en fonction de la manière dont elles comptent, elles font leurs comptes. Donc, je vais me lancer dans une petite explication. Comme toujours, dans ces segments, on ne va pas vous sortir tous les chiffres parce qu'il y en a qui ne sont pas hyper intéressants pour nous, utilisateurs lambda. Mais j'ai essayé d'en tirer. Il y a, pour les patriotes qui ont accès aux notes, vous allez voir, il y a peut-être, je ne sais pas, une trentaine d'articles différents. J'ai essayé d'en tirer la substantifique moelle et surtout les aspects intéressants de ces chiffres. Donc, laissez-moi un tout petit peu de temps et puis on va en parler juste après. J'ai divisé évidemment les GAFAM, parce que c'est les trucs les plus importants, puis il y a quelques petits chiffres en plus, mais on va commencer avec Apple, pour qui c'est un petit peu... Alors mon explication, j'ai mis une petite phrase pour expliquer, pour résumer les résultats dans chacun des cas. Pour eux, c'est un revenu trimestriel, pour eux, c'est la fête du slip, selon moi. Ils ont 1,5 milliard d'appareils actifs, des revenus du premier trimestre en hausse de 9% d'une année sur l'autre, et ils ont des ventes d'iPhone qui totalisent 56 milliards de dollars en hausse de 8% d'une année sur l'autre également. Donc quand on disait l'iPhone il est mort, bah voilà. Enfin, ou ça va de moins en moins bien, voilà. Et les revenus totaux sont de 91 milliards sur le trimestre, divisé en presque 80 milliards pour les produits et un peu plus de 12 milliards sur les services. Donc les services continuent à être un petit peu plus importants, même si le matériel reste plus solide qu'on aurait pu le penser. Bref, je résume encore une fois. Pour Apple, c'est la fête du slip et pas la flette du SIP.
chez Facebook, c'est vraiment la domination du monde. On a, sur le 4e trimestre, les revenus et les bénéfices qui sont en augmentation, mais surtout, les utilisateurs actifs quotidiens et mensuels sont en augmentation. Donc, on se plaint toujours on parle toujours de Facebook qui est de moins en moins utilisé. Alors que moi, je l'ai désinstallé de mon téléphone, quoi. Eh ben, c'est incompréhensible. Cédric l'a désinstallé de son téléphone et pourtant, il continue à avoir des utilisateurs mensuels et moi, c'est ce qui m'inquiète quotidien. le plus, c'est que tu l'aies désinstallé parce que tu as quand même un passif, Cédric, de trucs auxquels tu as cru ou pas cru et qui en fait sens inverse. Donc, c'est à cause de toi que Facebook cartonne. Non, je l'ai désinstallé parce qu'en fait, ça consommait ma batterie. Ouais. Et deux, j'avais des notifs complètement inutiles et useless parce que sur Facebook, j'ai que ma famille, tout ça. Et j'y allais sur mon ordinateur. Inutile et useless, effectivement. Mais genre savoir que Tata machin a fait des crêpes, je m'en fous en fait. Mais non, mais ça polluait mon téléphone de notifs. On va discuter de tout ça dans un moment parce que il y a pas mal de chiffres à passer, mais augmentation quotidien et mensuel, je veux quand même donner les chiffres. 1,6 milliard quotidien, utilisateurs quotidiens 1,6 milliard, utilisateurs mensuels 2,5 milliards. On arrive à la totalité des utilisateurs d'Internet quasiment. Microsoft, alors ils font vraiment, ils continuent à réussir dans le pari du cloud. La chose la plus intéressante, c'est que d'une part, il y a sur le 2e trimestre pour eux parité à peu près entre les ordinateurs et le cloud. On a 13 milliards et 12 milliards, mais surtout Azure est en augmentation au niveau du revenu de 62%. C'est intéressant parce que, souvenez-vous, quand Satya Nadella a commencé à tout parier sur le cloud il y a quelques années, on se disait, est-ce que on va vraiment pouvoir transformer Microsoft d'une société qui était la société de Windows en autre chose ? Eh ben, clairement, il y a parité entre cloud et le reste, mais le plus impressionnant, c'est 62% pour Azure, qui est leur offre cloud spécifiquement d'une année sur l'autre. C'est vraiment une réussite indéniable. Du côté d'Alphabet, on est bien sûr beaucoup plus éparpillé. 162 milliards de revenus pour l'année. Donc, quand je te disais, Jérôme, ces grandes puissances, voilà. Mais surtout, augmentation de 18% des revenus d'une année sur l'autre. Donc là encore, on est avec des revenus totalement insolents, des augmentations insolentes. 15 milliards de revenus pour les publicités sur YouTube. On en parlera peut-être un petit peu avec toi, Jérôme. C'est intéressant parce que c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. On était à 11 milliards l'année dernière. Donc, on parle souvent de choses qui se passent sur YouTube. 11 à 15 milliards d'augmentation d'une année sur l'autre. YouTube Money, quoi. Voilà, carrément. YouTube Premium et musique représentent 20 millions d'abonnés. C'est pas mal. C'est pas monstrueux, mais enfin, il y a quand même des gens qui se sont abonnés. Et puis, un autre truc intéressant, leur catégorie Other Bets, qui est donc les choses qu'ils explorent pour le futur, a fait rentrer 172 millions de dollars, mais surtout a perdu 2 milliards, alors que l'année dernière, ils avaient perdu 1,3 milliard. Pour Alphabet, on parle sur l'année. Donc, 2 milliards, ils continuent à investir énormément dans leurs Other Bets parce que, mine de rien, Alphabet, toutes les sociétés d'Alphabet, on parle surtout de Google en l'occurrence, continuent à être, Google et YouTube continuent à être en fait une régie pub. Et ils continuent à investir massivement dans les autres projets qu'ils ont. Enfin, Amazon, ce qui était marrant chez Amazon, alors chez eux aussi, augmentation sur le trimestre, 87 milliards de dollars, augmentation de 20%, 21% d'une année sur l'autre. AWS représente que 10 milliards sur cette période. Bon, la période est particulière, c'est le 4e trimestre, etc. Il y a sans doute beaucoup de ventes sur Amazon, mais bon, c'est quand même que 10 milliards, alors qu'on dit souvent que Amazon Web Services représente l'essentiel des revenus, enfin représente énormément des revenus d'Amazon, mais c'est quand même en augmentation de 11%. Et puis surtout, ils ont insisté sur la quantité de taxes qu'ils payaient, parce qu'ils ont d'énormes bad buzz qui disent qu'ils ne payent pas de taxes. Ils ont payé 1 milliard en taxes fédérales sur les revenus, 2,4 milliards d'autres taxes fédérales, 1,6 milliard en taxes locales et au niveau de l'État, et 9 milliards de taxes de vente. En fait, c'est un équivalent de la TVA, on va dire. Pas tout à fait, mais on va dire ça comme ça. Donc bon, ça fait à peu près, on va dire, 6 milliards aux États, et c'est aux États-Unis, bien sûr, donc aux États et à l'État fédéral. Je vous laisse juger si ça représente beaucoup ou pas pour Amazon. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant parce qu'on sentait
sortaient dans leur rapport que c'était « mais si, on paye des taxes, regardez, on a payé là, on a payé là, on a payé là ». Et donc, voilà pour ce petit résumé. J'ai fait un petit peu plus de 5 minutes. Je voulais me limiter à 5 minutes, mais ça a fait un petit peu plus longtemps. Je vous donne donc maintenant la parole. Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet, Amazon, sur tous ces résultats. Peut-être commençons par Apple. C'est vraiment j'insiste encore, hein, la fête du slip chez Apple. Mm-hmm. Bah, tu sais, surtout, on donnait des mauvais pronostics pour Apple, la fin des smartphones, et que Apple était quand même trop tributaire de l'iPhone en termes de résultats. Ils sont en train de réussir leur virage, et en plus, ils vendent des iPhones. Donc, c'est-à-dire la fin, elle n'est pas pour tout de suite. En plus, avec la 5G qui arrive, ils vont probablement avoir encore quelques belles années, je pense, de vente d'iPhone, parce qu'il y a des renouvellements, quoi. Ça va engendrer du renouvellement, ça c'est clair. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est effectivement qu'Apple réussisse un virage qui, mine de rien, est un virage important, hein, pour une société. Beaucoup de sociétés se cassent la gueule quand elles essaient de changer leur activité. Et Apple fait ça à son rythme, hein, c'est lent, mais il y a quand même une vraie poussée des services. Et puis, surtout, ils ont sorti... Ouais. Je dirais qu'il y a un équilibrage. C'est pas qu'ils veulent complètement changer, mais ils veulent équilibrer. Ils sont en train d'eux. Et puis pour les iPhones, effectivement, ça reste le pilier central de leurs revenus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont des iPhones un peu moins chers cette année que l'année précédente. Mais oui, mais c'est là qu'ils ont gagné. Alors ils ont quand même à préciser que les 3 nouveaux iPhones étaient les plus vendus chaque semaine de l'exercice. Donc les nouveaux fonctionnent bien, mais oui, le moins cher est quand même important. Et puis il y a le SE2 qui va arriver maintenant. Et puis surtout, le moins cher porte enfin le nom iPhone 11. Et donc pour les gens, c'est l'iPhone principal. Ouais. Et ça change tout. Et l'iPad, parce qu'on l'oublie souvent, mais l'iPad 10 pouces, enfin 10,2 pouces qu'ils ont sorti à 389 €, là, ça cartonne. Et je vois autour de moi plein de gens qui l'ont acheté parce que justement, c'était accessible et ça reste un produit de grande qualité, quoi. Donc... Et pareil, les AirPods Pro ont cartonné, je le vois. L'Apple Watch, c'est sa grande année aussi. Ouais. Donc, ils ont quand même un line-up de... Alors, évidemment, c'est pas encore comparable aux chiffres de l'iPhone, mais c'est des line-up solides. L'iPad, je pense, c'est vraiment un fer de lance pour Apple. Ils n'hésitent pas à rogner leur marge. Et là, pour le coup, Steve Jobs doit se retourner dans sa tombe. Mais ils n'hésitent pas parce que c'est un super outil de conquête, l'iPad. Mais oui. Les gens achètent un iPad pour regarder Netflix en ayant des écosystèmes qui sont pas du tout Apple. Et du coup, découvrent l'écosystème Apple. Et combien de personnes autour de moi ont commencé par un iPad et derrière, ils ont acheté tout le reste. Hein. Intéressant, ouais. Facebook, donc, 1,6 milliard. Mais du coup, ça fait de l'ombre au Mac, hein, parce qu'on n'en parle pas, mais le Mac continue à sous-performer en termes de vente. Bah, par rapport au reste, oui. Mais oui, mais même, il y a eu des diminutions de livraison de hardware. Ils ont perdu mais d'ailleurs, 7%, je crois, sur... Apple resserre... C'est pas qu'ils y croient plus au Mac, mais il va y avoir le Mac Pro qui va être ultra cher pour les professionnels, quelques Mac pour les voyageurs, mais ils resserrent la gamme. Hein. Pour donner une illustration de ce fait, les revenus des je sais plus comment ils l'appellent, mais autres produits qui sont genre AirPods, Apple Watch, tout ça, c'est 10 milliards de revenus sur le trimestre, alors que les Mac ont généré 7 milliards. Donc les petits AirPods, les Watch génèrent genre 50% de plus que les Mac en revenus. Ouais. Donc, clairement. Donc Facebook, un truc qui continue à être intéressant avec Facebook, c'est d'une part, bien sûr, l'extension de la base d'utilisateurs qui continue, et puis surtout, la quantité, les chiffres. Alors, c'est un petit peu le cas avec les 1,5 milliard d'appareils d'Apple, mais chez Apple, on peut se dire, alors, il y a plein de gens qui ont, rien que moi, par exemple, une Apple Watch, une Apple TV, un iPad, un Mac, un iPhone, ça fait, je sais pas, 5 appareils, je sais plus compter. Alors que là, quand on parle de 2,5 milliards d'utilisateurs, c'est vraiment 2,5 milliards d'utilisateurs différents. Bien sûr, on n'est pas à 1,5 milliard d'utilisateurs d'Apple. Il n'y a jamais eu, et c'est une réflexion qu'on retrouve dans chez certains analystes tech, il n'y a jamais eu dans le monde de
sociétés ou d'entités qui avaient une telle influence sur le monde. Parce que, bien sûr, il y a eu des sociétés qui vendaient leurs produits à beaucoup de gens, mais c'est jamais un produit qui va déterminer ce que vous voyez, les informations que vous recevez, la publicité qui va vous influencer, etc. Donc, c'est le cas depuis un moment, ça a été progressif. Hein. Ils ne sont pas arrivés à 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels ce trimestre. Mais là, on arrive à des chiffres qui donnent le tournis, quoi. Encore, enfin, à un point, j'ai l'impression que c'est un point pivot, presque. Non, moi, je crois que le point pivot, on l'a atteint déjà depuis un moment. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Parce qu'en fait, le point pivot, c'est quoi ? C'est 1 milliard, 2 milliards d'utilisateurs. Déjà, quand tu as 1 milliard d'utilisateurs, c'est monstrueux. Je ne sais pas combien d'utilisateurs il y a d'Internet dans le monde. On doit être à quoi ? 3,5 milliards, 4 milliards ? Mais on est à une quantité phénoménale par rapport à ça. On dépasse même le phénomène, on va dire, industriel ou économique. 4,12 milliards d'internautes, en 2018. Ouais. Et c'est que Facebook ou c'est WhatsApp et tout ça, Instagram ? Ça, c'est que Facebook. Si on prend WhatsApp, Instagram, c'est autre chose. Ok. On n'est pas loin des mêmes chiffres, mais... Ok. On est dans un phénomène civilisationnel presque avec Facebook. Ça sera dans les livres d'histoire, quelle que soit l'issue, hein, parce que ça peut quand même très très mal se terminer malgré la taille des choses, et même ça peut potentiellement mal se terminer vu la taille des choses. Mais oui, on est au-delà du phénomène même de société ou de mode ou industriel. C'est un phénomène. On parlera probablement de Facebook comme on a parlé de l'invention du livre. C'est quelque chose qui change la donne dans nos voilà, et ça sera peut-être vu d'ailleurs avec une certaine ringardise, ou que c'était le début de la fin. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est forcément positif, mais le phénomène est complètement fou, quoi. Et surtout, oui, j'insiste sur ce point, mais on n'a jamais eu une entité, une société qui avait une telle influence sur ses utilisateurs, avec une base d'utilisateurs aussi importante. Oui, il connaît aussi bien ses utilisateurs, qui est capable de faire du ciblage de publicité incroyable. Oui, non, mais oui. C'est vraiment quelque chose d'unique dans l'histoire, vraiment. Et je pense pas qu'on puisse y réfléchir comme on réfléchit aux autres choses, aux autres étapes de notre histoire. Et c'est surtout le cas pour Facebook, c'est le cas pour d'autres de ces entités aussi. Mais oui, c'est une vraie première. Microsoft, donc, bon là, il y a peut-être moins de choses à dire sur Microsoft, Alphabet, Amazon. Mais oui, donc pari du cloud réussi pour Microsoft. Je pense que c'est la leçon à retenir de ces chiffres-là. Oui, et puis tu vois que ces services-là sont importants pour eux. Déjà techniquement, ils sont à la pointe, hein, avec les cognitive services, avec tous ces trucs-là, parce qu'on parle du cloud, c'est pas que du stockage. Hein, on parle vraiment des services de cloud computing, tous les services qu'ils mettent à disposition et tout ça. Et c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que Microsoft communique beaucoup là-dessus, fait de belles vidéos et de belles promotions de leur technologie, ont intégré le cloud Azure dans HoloLens. Ça fait des vitrines en fait. Ça sert de vitrine. Évidemment, ils n'ont pas vendu des milliards d'HoloLens et ça leur apporte pas des milliards de dollars. Mais ils ont une belle vitrine technologique, Microsoft, aujourd'hui. Et avec le cloud gaming, avec tous ces trucs qui arrivent, basés sur les techno Azure, justement, eh bien, ils s'inscrivent en leader de technologie cloud. Alors qu'avant, on pensait que AWS ou Google, aujourd'hui, Microsoft, en tout cas, donne l'image d'être la référence et ça attire du monde et c'est pas étonnant de les voir aujourd'hui cartonner sur ce domaine-là. Ils prennent une sacrée avance technologique. C'est d'autant plus intéressant que dans l'esprit de Satya Nadella, qui est l'architecte de cette rationalisation, il y a à l'avenir, je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, mais je crois qu'il y a 2 milliards d'objets, enfin d'ordinateurs connectés à Internet aujourd'hui, et dans les quelques prochaines décennies, on va passer à 10, 20, 30 milliards d'objets connecté à Internet, et lui, Exactement. Il veut un petit morceau de tout, il veut être... Les chiffres sont peut-être pas tout à fait exacts, hein, vous m'excuserez, mais la philosophie est là. Il veut être l'infrastructure, il veut faire partie de l'infrastructure de tout ce système. Il veut être l'intelligence ou la technologie qui va permettre à ce système de
exister, ou même certains objets de fonctionner tout simplement. Et on se rend bien compte de ça, on le dit à chaque fois, depuis le début de la Satya Mania, mais on se rend compte de sa clairvoyance, parce que s'il avait continué à penser Microsoft comme la société de Windows, on se rend bien compte que les choses se passeraient beaucoup moins bien pour eux dans le monde d'aujourd'hui. S'ils vendaient que du Windows et du Word... C'est ça. C'est de sortir des Windows Phone. Ah ben clair. Ouais. Ils reviennent, hein. Oui, mais différemment. Oui, mais sous Android aussi, oui. Enfin, ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Alphabet et en particulier YouTube, peut-être, j'isole YouTube dans cette réflexion parce que j'ai regardé ce week-end l'excellente vidéo de Jérôme Kainborg sur sa chaîne Nowtech, Il est très Nowtech. Bon, ce garçon. Oui, moi je pense qu'il a de l'avenir. Bon, il est plus de première fraîcheur, mais non, dans cette catégorie, frais, donc l'avenir sera court, mais. et donc c'est une vidéo où tu essayes de décortiquer le business de YouTube et comment il fonctionne. On se rend compte que tu avais vu plutôt juste avec tes estimations dans cette vidéo, donc je vais te laisser peut-être en parler. Près, oui. À quelques milliards près, oui. Il broutille pour ces boîtes. Non, mais ça a été effectivement. C'est un grand mot de dire une enquête. Hein. Je fais une enquête en ouvrant des tabulations dans mon navigateur, mais. Google a toujours été très opaque sur les chiffres de YouTube. C'est très très difficile de trouver des chiffres. Moi, je suis allé sur Reddit et j'ai discuté avec des mecs et on a discuté pour essayer de remonter et on s'est pas trop trompé effectivement au niveau du chiffre d'affaires. Alors c'est des infos qu'on peut plus ou moins avoir, mais moi je partais sur 14 milliards de chiffre d'affaires. Là, c'est 15,5 milliards de chiffre d'affaires qui sont annoncés. Mais ce qui était le plus dur à trouver et qui commence à remonter, parce qu'un chiffre d'affaires, ce n'est que la moitié de l'information. Après, il faut savoir combien ça coûte. Et là-dessus, YouTube, depuis sa création, n'a jamais communiqué sur les chiffres de bande passante, de serveurs, de combien ça coûtait, même si les gens qui s'y connaissent savaient que YouTube coûtait très cher. Et la seule info fiable qu'on avait, c'est que le point d'équilibre a été trouvé en 2015. L'information, c'est qu'en 2015, avec 4 milliards de chiffre d'affaires, YouTube devait coûter 4 milliards en diffusion. Et donc, moi, j'ai extrapolé des dépenses en bande passante vers les 7 milliards, plus 1 milliard pour les serveurs. Et eux, ils annoncent 9 milliards, en fait, pour frais d'hébergement et de diffusion. Pas loin. Pas mal. Après, l'autre chiffre fiable, c'est combien ils reversent aux créateurs de contenu. YouTube garde 45%. Non, pas tant que ça. En fait, c'est des cacahuètes, sauf qu'il y a quelques singes qui se goinfrent et d'autres qui crèvent de faim dans le fond. L'huile de palme, monsieur. Hein, il y en a qui déforestent. Exactement. Et c'est 45% pour YouTube, 55%. Donc ça donne à peu près effectivement les évaluations. Et ce qui était intéressant, ça veut dire que là, pardon, je t'interromps, c'est sur les 15 milliards qu'ils ont annoncé comme chiffre d'affaires de revenus pour YouTube. Ça voudrait dire qu'il y a à peu près, on va dire, 9 milliards pour les 8 ou 9 milliards pour les créateurs et le reste qui va chez YouTube. C'est ça ? Ouais, attends, je sors ma calculette parce que je voudrais pas dire une bêtise, mais... Non, mais tu disais 45-55, c'est ça ? Globalement, en fait, l'info qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, YouTube est rentable et profitable, mais c'est pas un profit monstrueux. C'est ça le plus important à retenir sur YouTube. Et c'est pour ça que je le mettais en comparaison à Apple qui fait 120 milliards de bénéfices par an. YouTube doit faire 1, 2, 3 milliards de bénéfices par an. Et c'est pour ça que je parlais d'un colosse au pied d'argile. C'est que non, mais si, et ça on l'a vu avec l'apocalypse, quand les annonceurs ont commencé à se retirer de YouTube, YouTube pourrait s'arrêter très vite parce que Google, tout Google qu'il est, ne pourrait pas supporter un poids de diffusion de 14 milliards de dollars ou 13 milliards de dollars de frais de diffusion s'il n'y a pas une rentrée d'argent équivalente de 15 milliards de dollars de disons que si la pub disparaît,
connais quelqu'un qui fait du cloud pas cher, ils peuvent aller chez Microsoft ou chez... Oui, le truc, dans les commentaires, on me dit ouais, ils ont qu'à faire du peer-to-peer. Oui, quand tu vois la quantité de données oui, bien sûr. Sur un YouTube, je suis pas sûr qu'on est prêt à donner notre pire pour diffuser pour tout leur ça. pire, quoi. Ouais, non, mais c'est effectivement cette réflexion est intéressante, c'est-à-dire que bon, si les revenus de la pub diminuent, évidemment, ils verseront moins aux créateurs, donc mécaniquement, ça réduit leurs frais, mais il est certain que vu la marge qu'ils ont sur leur rentrée, si la pub s'effondre pour une raison ou une autre, et c'est vrai qu'on n'est pas totalement à l'abri de la chose, même si c'est peu probable parce qu'ils n'ont pas vraiment de concurrents, on ne sait jamais, ça pourrait... il n'est pas inconcevable, disons, contrairement à une autre de ces sociétés bien établies, YouTube est peut-être moins en sécurité qu'on pourrait le penser du fait de leur position, quoi. Et il faut pas oublier deux choses avec l'adpocalypse et maintenant la création d'un YouTube Kids qui va être entouré de barbelés, c'est à cause de ça. Sinon, les annonceurs menaçaient très sérieusement, et quand tu as un Procter & Gamble qui dit « je vais plus faire de pub chez toi YouTube », tu te fais dessus quand tu es YouTube. Et, je pense qu'il y a de ça, mais il y a quand même un équilibre aussi, parce que si Procter & Gamble dit on fait plus de pub chez toi YouTube, ça va aller un mois, et c'est une menace qui est évidemment substantielle, mais si au bout d'un mois, ils se rendent compte qu'ils n'arrivent plus à atteindre les utilisateurs qu'ils voulaient atteindre chez Procter & Gamble, le truc n'est pas totalement à sens unique. Tu vois, ils veulent quand même mettre leur pub devant les yeux des gens. Tu sous-estimes le bad buzz qu'il y a autour des enfants. C'est-à-dire non, bien sûr. Et que même s'ils perdaient de l'argent, ils en perdraient moins que d'avoir le nom et les marques de Procter & Gamble associées à des vidéos de suicide en forêt diffusées à des moins de 13 ans, pour la faire courte. Ouais, on est d'accord, effectivement. Analyse intéressante, reste Amazon, sur lesquels je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, ils disent qu'ils payent des taxes aux États-Unis, grand bien leur fasse. De l'autre côté, on a Samsung qui est un petit peu plus en retrait, on va dire. Il gagne moins d'argent que l'année précédente, enfin sur ce trimestre. Huawei vend plus de téléphones qu'Apple. Huawei, malgré toutes ces histoires, sont passés en deuxième position d'après les analyses. En deuxième position, ils vendent 241 millions de smartphones. On parle de volume de smartphones. Hein. C'est ça. En nombre de smartphones, sachant que évidemment Huawei vend des téléphones qui sont moins chers que ceux d'Apple, mais bon, Apple était en deuxième position pendant longtemps. Bien sûr. Huawei est passé devant. Samsung reste premier. Pour le symbole. Voilà. Samsung reste premier. Les chiffres, c'est 300 millions pour Samsung, je schématise, 240 millions pour Huawei et 200 millions pour Apple. Ouais, on peut quand même se dire un truc, c'est que Huawei arrive à faire ça alors qu'il a une balle dans le pied et un boulet sur l'autre. Oui. Donc, qu'est-ce qu'aurait été Huawei sans l'affaire avec les États-Unis, quoi ? Moi, je me demande si la manière dont on peut le comprendre, c'est que l'affaire avec les États-Unis, justement, n'a pas tant d'influence que ça sur Huawei. Peut-être qu'on surestime l'importance de cette controverse. Peut-être. En tout cas, ils ont fait une déclaration il y a quelques jours, Huawei, justement, en disant... que même si aujourd'hui ils étaient autorisés à réutiliser les services Google, ils ne le feraient pas. Alors c'est peut-être un truc lancé en l'air pour montrer, regardez, gonfler ses muscles. Ouais, mais ils ont dit qu'ils aimeraient bien, mais que en l'état actuel, c'est pas possible, quoi. En l'état actuel, ce serait pas possible. Et en fait, c'est aussi une façon de dire, regardez, nous, on est le deuxième vendeur de smartphones du monde et on se passe de vous, quoi, les Américains. Donc tu sens que on gonfle ses muscles face à ces bons résultats et ça peut sembler aussi légitime quand en face t'as un Trump qui fait que ça, gonfler les muscles toute la journée. Bon, de toute façon, depuis ça dure depuis quoi, 8 mois cette histoire à peu près. Ouais. On est dans un jeu de la barbichette. Le seul truc, c'est que les deux filent des grandes claques et il y a personne qui lâche, quoi. Il y a personne qui rigole surtout. Là, ils commencent à cracher des dents des deux côtés. Il y a du sang qui coule, mais non, ils continuent les mecs, quoi. Bon écoutez, c'est sur cette image délicieuse que nous terminons ce petit segment. J'espère qu'on a réussi à vous rendre attrayant et intéressant ces rapports financiers qui souvent sont un petit peu arides. Généralement, chiant, tu peux dire. Ouais, j'essaie d'être poli, tu vois, oui, on va dire ça. Donc voilà, pour les revenus financiers, j'espère que vous avez passé un moment sympathique avec nous. On continue, mais
avant de continuer, je vais quand même, d'une part, vous rappeler le sondage. Donc, le lien est dans les notes de l'émission. Ça prend 5 minutes. Si vous pouvez même le faire pendant que vous êtes dans les transports ou en train d'écouter cette émission. 5 minutes, ça, c'est fort sympathique. Et puis, il y a ces fameuses photos scandales. Ça vaut le coup rien que pour les photos exclusives. Et puis, d'autre part, évidemment, le Patreon. Vous savez que l'émission... En fait, l'analogie que je fais parfois, c'est que c'est comme un magazine. Il y a un petit peu de pub, mais ça serait comme un magazine où il y a, je sais pas, 2 pages de pub sur un magazine de 60 pages. Et évidemment, le cœur du revenu, c'est le soutien, l'argent que vous pouvez passer à l'émission. L'émission existe gratuitement et donc il y a un petit peu de pub pour compenser ça. Mais évidemment, s'il n'y avait pas les gens qui soutenaient l'émission financièrement, l'émission n'existerait pas. Donc, je ne barricade pas l'émission derrière le soutien financier pour que tout le monde puisse y avoir accès, mais si vous appréciez l'émission, je vous encourage vraiment et je vous remercie chaleureusement de la soutenir financièrement parce que un magazine qu'on ne payerait pas, vous voyez le type de magazine que ça donne, c'est pas forcément ce que je veux faire avec le Rendez-vous Tech. Donc, si vous appréciez, si vous pensez qu'on fait un bon boulot, si vous pensez que l'émission est sympathique et que vous l'attendez quand elle arrive chaque semaine, vous dites « Oh, c'est cool, j'ai mon petit rendez-vous tech, ça va me faire mon transport de ce mardi ou mercredi ou jeudi ou ce que c'est. » patreon.com/rdvtech, j'apprécie énormément votre soutien et sans vous, l'émission, elle n'existe pas tout simplement. Donc merci à tous ceux qui le font. Et si vous voulez pas que Patrick finisse chez Webedia, donnez de l'argent. On fait les émissions d'une manière un petit peu particulière, d'un petit peu unique, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'équivalent sur la toile, donc c'est clairement, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est pas parce qu'il y a de la pub que je peux me passer du soutien. Donc vraiment, si vous pensez que le soutien, que l'émission est cool, je vous encourage à penser peut-être à la soutenir. Donc merci beaucoup. Non mais juste pour abonder dans ton sens, ton analogie de magazine est bien trouvée. Tu as besoin d'un petit peu de publicité, comme un magazine qu'on achète, il y a un peu de pub dedans, hein, c'est pas parce qu'on l'achète qu'il y a 0 pub dedans, mais par contre après, si vous donnez pas, ça va tomber dans les magazines qu'on a dans les avions, tu sais, où tu as un article au milieu de 24 pubs. C'est ça. On n'ira jamais jusque-là. Voilà, tout est une question d'équilibre. Ouais. Et c'est grâce à vous cet équilibre. Exactement. Et je précise que les revenus de la pub, d'ailleurs, sont en train de servir à ce à quoi ils étaient censés servir, avec une personne qui va venir me soutenir. Je suis en train de faire passer les entretiens, tout ça, c'était super intéressant. Donc, ça continue à fonctionner, mais on a besoin de vous pour continuer, évidemment. Oui, les Galaxy Z Flip. Est-ce que vous avez vu la vidéo ce leak de Galaxy Z Flip ? Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est le téléphone pliable de Samsung qui devrait être annoncé, je crois, dans moins d'une semaine, qui est en fait un carré qui se déplie. Et le carré, c'est le téléphone fermé, et il se déplie en format téléphone classique, sauf que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les deux versions sont un petit peu... awkward, en fait. J'arrive pas à trouver le mot français. C'est pas beau en carré, même si ça va à peu près, mais surtout une fois déplié, c'est un format de téléphone qui me paraît pas... je sais pas, c'est un téléphone bizarre, un petit peu mal designé, j'ai l'impression. Un peu long. Il est long et puis il est trop grand et il est super long, mais il est en plus hyper grand, donc je sais pas. Oui. J'étais enthousiaste sur le principe, mais quand je le vois comme ça, si c'est bien celui-là, ça me fait du coup plus du tout envie, quoi. Je suis d'accord au niveau design, et en plus, j'ai un problème fondamental, c'est que autant le Fold, et moi je l'ai testé, tu vois l'intérêt d'avoir un écran de consultation de contenu mini tablette dans un smartphone, autant je vois pas je vois pas l'intérêt de la technologie là. Par rapport à... C'est comme le Razer, hein. Ouais, alors oui, j'ai une grande surface d'écran où je peux slider sans séparation au milieu, mais ça va pas me permettre de regarder des vidéos en plus grand. C'est juste que le téléphone replié, il est plus petit. Et entre parenthèses, on n'a aucun écran. Enfin, il y a un tout petit écran pour donner l'heure en gros, mais à part ça, une fois plié, un autre truc auquel on pense pas forcément, une fois plié, on n'a plus accès à aucune information forcément. Mais c'est ça, c'est qu'il est une fois rangé, il est plus petit. C'est ça le seul intérêt, quoi.
Ouais, plus petit, mais pas moins épais. Mais non, honnêtement, à part l'esthétique et la prouesse technologique, je comprends pas ce form factor en fait. Comme dit Jérôme, je rejoins Jérôme sur ça, hein, sur le Fold. Autant passer d'un format smartphone, certes épais, à un format tablette en l'ouvrant, là j'y vois un intérêt. Autant ça, le flip comme ça, c'est en gros, j'ai envie de dire, c'est presque parce qu'on peut. Pourquoi pas parce qu'on peut. Il y a un peu de ça. Et encore, quelque part, les téléphones à clapet avaient un certain sens. Bah oui. Ça te permettait d'avoir un grand écran en haut, un clavier en bas. Voilà, avec le clavier en bas. Là, en fait, je passe d'un objet inutile carré, épais, à mon téléphone. Ouais. Donc, comme tu dis, il n'y a pas un état utile et un autre état utile, quoi. Ouais, je crois que on va attendre de le voir vraiment présenté dans une semaine. Ce que je dirais quand même, pour aller dans un sens un petit peu plus positif, c'est que il a l'air mieux fini que le Fold. Donc on avance dans le bon sens, mais peut-être que moi j'aime bien le concept, mais l'exécution paraît encore avoir un petit peu. Sinon, si vous voulez un téléphone pliable, vous avez le Escobar Phone. Attends, il y a le Fold 2 qu'ils ont annoncé hier. Hein. Qui en fait est exactement que le Galaxy Fold. Et d'ailleurs, ils disent on va tuer Samsung. Et en fait, c'est un Galaxy Fold qui est vendu $400, je crois, un truc comme ça. Ouais. Enfin, bon. Avec un autocollant Escobar dessus et présenté par des jeunes filles. Ça ne passerait jamais sur YouTube Kids. Oui, je ne suis pas certain que ça soit un candidat très sérieux. Non, mais vous le savez, quand je fais ma veille, je lis des centaines d'articles, j'écoute des dizaines de podcasts et je regarde des milliers de vidéos YouTube. Je fais une veille 360 degrés pour vous présenter le plus intéressant de toutes les informations. Il y a une vidéo, enfin 2 vidéos en plus de celle de Nowtech sur YouTube. Une vidéo qui m'a paru assez intéressante, c'est MKBHD, qui est l'un des plus grands YouTubers tech du monde, si ce n'est le plus grand, qui a fait une vidéo en posant la question « Are we at peak smartphone ?» Sommes-nous arrivés au sommet des smartphones et on ne peut plus rien en attendre d'intéressant aujourd'hui. Et il a fait une réponse que j'ai trouvée d'abord bateau, voire je me disais mais c'est bon Marquez, qu'est-ce que tu racontes ? Mais en fait, il a très bien présenté son cas et au final, je suis assez d'accord avec lui. Il a dit « Yes, but no ». Yes, parce que les grandes évolutions rapides sont en fait visiblement terminées, mais non parce qu'il a fait une comparaison avec la voiture, qui est hyper juste. C'est aussi un fan de voiture, donc elle a dû lui venir facilement, mais c'est hyper malin. Est-ce qu'on peut dire qu'on est arrivé au pic, aux voitures ultimes ? Bah non. On a eu, à l'invention de la voiture, peut-être pendant 10, 20, 30, 40 ans, des évolutions majeures. Et puis aujourd'hui, les évolutions sont incrémentales. Mais enfin, si on prend une voiture d'il y a 10 ans et qu'on prend une voiture aujourd'hui, clairement, il y a une amélioration objective. Oui. Et là, il fait l'analogie avec le smartphone et j'ai trouvé très, très juste. Donc, je voulais vous la relayer. Tout à fait. Ouais, bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein, je pense pas que. Et justement, c'est marrant parce que cette méthode d'évolution cette philosophie de l'évolution qu'ont les grands de la tech. Il y a un autre événement ou une autre annonce qui m'a fait penser à ce que ça peut donner quand on n'a pas, malgré tous les désavantages que ça peut avoir, le move fast and break things et la tech innove trop sans réfléchir, etc. Apple TV arrive enfin sur les anciens téléviseurs connectés de LG. Alors c'est très spécifique hein, parce que ma télé c'est une LG donc je m'y intéresse, mais c'est marrant de voir qu'ils l'ont annoncé il y a, je sais pas, 1 an presque, cette nouvelle fonctionnalité d'Apple qui pourrait être présent sur les téléviseurs. Il y a quelques marques qui commencent à les implémenter. Parmi ces marques, c'est certains modèles. Sur les certains modèles, les plus récents vont l'avoir plus vite que les moins récents. En gros, la moitié ou les 3/4 des téléviseurs LG éligibles ne l'auront qu'en 2021. Et cette lenteur industrielle qui est naturelle dans cet univers me paraît intéressante quand on la met en contraste avec, certes, une innovation qui peut avoir des résultats excessifs parfois, mais qui a quand même, et on a tendance à l'oublier, des avantages aussi par certains aspects. Et justement, quand on parle d'innovation, Google Photos est en train de tester un abonnement de $8 par mois
qui enverrait 10 photos imprimées parmi vos photos du mois précédent. Il choisit les photos avec son intelligence artificielle, il les imprime et il vous les envoie. Alors ça coûte $8 par mois. On peut choisir des thèmes sur les photos. Ça vous intéresserait ça, avoir des photos? Non, mais c'est random les photos, c'est lui qui les choisit. Oui, c'est lui qui les choisit avec son intelligence artificielle de Google. T'as 3 types de choix en fait. Alors si, mais tu choisis, est-ce que tu veux plutôt des photos de personnes, plutôt des photos de paysages ou un mélange des deux? Ouais. Non, mais après, t'es pas obligé de t'abonner au service. Tu peux aussi aller faire imprimer tes photos si tu veux. Mais là, l'intérêt, c'est que c'est automatique. Tu vas recevoir automatiquement tous les mois 10 photos physiques imprimées sans avoir à t'emmerder à les choisir. C'est pas bête du tout parce que les gens ont envie d'imprimer leurs photos mais ne le font pas. Ça fait partie des trucs, on se dit, il faut que je fasse les photos de vacances, il faudrait que je les imprime. Donc, pour une catégorie de personnes, ça peut être sympa. Moi, j'aurais aimé qu'ils étendent le truc parce que, par exemple, je pense aux personnes âgées dans ma famille, pouvoir leur renvoyer une petite sélection de photos automatiques et tout ça, ça peut faire plaisir aussi. Donc, pourquoi pas? Ouais, je pense que ça sera un service de plus dans le cimetière des services Google, mais après, le fait que si encore tu te dis on t'offre 10 prints par mois et tu choisis les photos mais choisir les photos... il faut les sélectionner, tu vas le faire les 2 premiers mois et après ça fait rien si c'est compris par exemple dans du stockage supplémentaire, parce que si c'est $8, c'est uniquement pour 10 prints random. Wow. Le truc, c'est que Cédric, les gens ne trient pas leurs photos, donc leur demander même de choisir 10 photos par mois, ils ne le feront pas. C'est ça. Je pense que c'est ça le problème. Personne. Peu de gens. Qui est dans le document là, qui est en train de manipuler le document et me faire des problèmes sur la ligne Apple TV arrivent sur les anciens téléviseurs connectés de LG. Faites-moi un petit CTRL Z là immédiatement. Ah non, alors c'est peut-être moi qui est ouvert sur mon iPad. J'ai donné un coup de coude. Désolé. Jérôme. Scandale. Voilà dans quelles conditions on travaille, messieurs, dames. Vous avez été témoins en direct du sabotage mais non, on le sait dans les chiffres. Les gens trient pas. C'est un des gros problèmes d'ailleurs de Google Photos, de tous c'est que les gens ont la flemme de trier leurs photos. Mais moi, je vais dire. Et du coup, ne regardent plus leurs albums parce qu'il y en a trop. Moi, et c'est pour ça qu'on a les sélections automatisées, etc. Moi, je pense que ce genre de truc, pareil, c'est les 10 photos, c'est sympa, mais au bout de 2-3 mois, tu vas les foutre dans la boîte à chaussures et tu vas plus les regarder. Oui, mais tu les sortiras quand même et passe. Ouais, peut-être. Enfin, c'est aussi simple de sortir l'iPad. Hein. Combien tu disais 240 parce que pour du vécu, l'iPad, quand t'as pas trié tes photos. Mais il y a les sélections automatiques. Et tu sais pas ce qu'il a sélectionné de manière automatique. Non, moi je dis c'est pas si bête. D'accord. Ok, bon. Nouveaux emojis, il y a plein de nouveaux emojis qui vont arriver. Celui que je préfère, alors il y en a 2, c'est vous savez la main des italiennes là, genre. Mais attends un peu, le petit truc, c'est très très bien. Exactement. Et le ninja. Super. Enfin, comment on n'avait pas d'emoji ninja je n'en reviens pas. Mais est-ce qu'on a les pirates? Ça sera l'année prochaine, peut-être. Non, c'est pas possible. Non, l'équilibre est rompu. Si on n'a pas les pirates et qu'on a les ninjas, on est mort. On a les robots déjà, donc on a les 2 tiers, tu vois. Non, c'est pas pareil. Enfin, ça c'est assez incroyable quand on y pense. Il n'y avait pas de papa qui nourrit ou d'homme qui nourrit le bébé, qui donne le biberon. On n'avait qu'une dame. Ouais, mais là, moi, je m'insurge parce que c'est un papa moustachu, quoi. Je crois. Ah oui, non, mais c'est pour montrer que c'est vraiment un monsieur, tu vois. Donc, mais c'est vrai que moustachu. Mais il y a une version neutre aussi. Donc, tu as une personne, il y a une femme, un homme et une personne. Donc, c'est possible aussi. Il y a une mariée en tux, en costume, un marié avec marié à moustache. À moustache, voilà. Le drapeau avec une robe de mariée, il faut préciser. C'est ça, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça que j'ai trouvé un peu bizarre, mais bon. Oui, écoute, c'est toujours la question d'inclusivité. Non, après, l'idée d'un homme marié, c'est parfait, mais de lui mettre un voile de mariée, enfin, je sais pas.
Ouais, bah c'est pour avoir toutes les Voilà. emojis. En fait, l'idée c'est d'avoir tous en version homme, femme et neutre. Pignata, mais c'est ça qui est important aussi. Il y a aussi une piñata, il y a un drapeau transsexuel, il y a des insectes, des trucs. Bon, voilà, bref. Il y a la fondue avec le drapeau suisse dessus. Et tu sais que c'est en train de créer un scandale, ça. Non, mais bien sûr. C'est une sorte de lobbying de la Suisse, absolument. Mais alors, le pire, c'est que la Suisse n'a pas demandé à avoir la croix suisse sur la fondue. Tu vois, eux, ils sont relativement open. Ok, c'est un peu savoyard, un peu suisse. Bon, c'est plutôt suisse, quoi. Mais les designers ont décidé de rajouter une croix suisse dessus, quoi. Moi, je trouve qu'il y a des choses un petit peu sérieuses dans le monde qu'il faudrait revoir, y compris cette fondue avec le drapeau suisse. Moi, ça il y a un dodo. Du coup, quand on va écrire « Je compte les dodos », il va nous proposer un dodo à la place. Tu sais que c'est marrant, on pourrait se demander pourquoi un dodo, mais les emojis, si on devient sérieux 2 secondes, c'est vraiment devenu un langage à part qui permet de transmettre des idées à travers la barrière des langages, justement. Oui, alors moi, je montre le dodo à mes enfants, ils me dire c'est quoi ce poulet, quoi. Il est dégueulasse. Bien sûr, mais dans le langage, oui, il est un peu, pour un poulet, ça fait bizarre. Mais ça peut être justement pour exprimer le fait que quelque chose a disparu, n'existe plus, tu vois. Tu mets un petit emoji. C'est pas juste le dodo lui-même, c'est le symbole du... Le live, tu mets un dodo derrière. C'est ça, tu comprends tout de suite. Le quoi, on n'a pas entendu. Si, non. Le live. Ah, d'accord, ok. Mais c'est les trucs qui ont déjà disparu. Voilà pour les emojis. Bah oui, c'est ce qu'il disait. Ah, d'accord. Oui, effectivement. Quoi d'autre ? Un petit iPhone devrait arriver au premier semestre, ça on en avait déjà entendu parler. Sa taille d'écran, ça serait 4,7 pouces, donc c'est le SE2, le fameux design d'iPhone 8, c'est la petite version de l'iPhone 8, enfin iPhone 6 quoi, ce format d'écran. Les AirTags, trackers et plein d'autres choses. Voilà. Je cherche tout le temps mes clés, moi. Et puis, il y a une loi russe qui va être implémentée, on vous en avait parlé, mais elle a vraiment été... elle devient effective en juillet 2020 et elle oblige les constructeurs à inclure des alternatives russes aux logiciels inclus sur les téléphones. Alors, comme on le disait à l'époque, ça peut être pour proposer une alternative à l'hégémonie des géants de la tech, mais évidemment, quand on parle de Russie, l'inquiétude est immédiatement que c'est une alternative surveillée par l'État. Bon, ça pourrait être un débat en soi, mais la grande question qui va se poser à Apple, c'est est-ce qu'ils vont devoir quitter le pays ou accepter d'intégrer ces logiciels, d'inclure ces logiciels sur leurs iPhones, sachant que oui, ils font des petits aménagements avec la Chine ou avec différents pays, mais là, ça touche vraiment à l'essence, à l'intégrité de l'appareil, quoi. Inclure des apps en plus sur l'écran d'accueil de l'appareil par défaut. Bon, après, on va dire, c'est 5 apps en plus. Je doute qu'ils abandonnent le marché russe, mais qui sait, peut-être. Ah ben, s'ils quittent le marché russe, on va avoir une révolte des fanboys, ça va être sanglant, ça va être octobre rouge à nouveau, quoi. Ah, non, je plaisante. C'est juillet 2020. Non, mais je sais pas si je crois que les Russes, enfin la population russe, d'une part, elle est beaucoup moins contre Poutine qu'on pourrait le penser, même si ces dernières années, ça a tendance à évoluer. Mais enfin bref, je sais pas. Mais ça va être très intéressant de voir ce qu'ils font parce que, imaginons, et ça c'est peut-être une comment dire, une raison de penser qu'ils vont se plier aux demandes de la Russie, c'est que s'ils disent non, ça on n'accepte pas, donc on se retire du marché russe, en soi, ça serait peut-être pas la fin du monde pour eux, ni pour la Russie, mais si ensuite ils acceptent d'autres mesures différentes dans d'autres pays, enfin ça met un peu un précédent quoi. Et donc ça veut dire qu'ils peuvent ne pas accepter certaines choses. Et pourquoi ne pas accepter certaines choses alors ne pas accepter certaines choses en Russie alors qu'ils les acceptent en Chine, ça met une cible sur leur front. Donc moi, je pense qu'ils vont se plier aux demandes, même si c'est une première dans la philosophie de design d'Apple, quoi. Ouais, et je pense que si Apple le fait pour la Russie, il faut qu'il le fasse pour tous les autres pays. Donc c'est un peu... ça peut pas se faire rapidement non plus. Disons que non, ça c'est une loi spécifiquement Russie, l'intégration des logiciels alternatifs. Mais pourquoi pas avoir un truc comme ça si une alternative existe
Ah mais non, il faut que ça soit dans la loi. Eux, ils le feront pas d'eux-mêmes. C'est complètement à l'encontre de leurs intérêts. Ouais. Si la France ou l'Union européenne votent une loi similaire, oui, dans ce cas-là, peut-être qu'il faudra qu'ils le fassent. Mais et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les ballots de navigateurs pour Google, par exemple. Mais ils le feront pas d'eux-mêmes, évidemment. Mais en Chine, par exemple, les serveurs iCloud sont physiquement sur le territoire chinois. Et on imagine que c'est parce que la Chine, le gouvernement chinois, veut pouvoir y avoir accès. Donc, bref. Ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir différents internets se construire en ce moment. Ce qui va à l'encontre, à mon avis, quand même, de la philosophie de l'ensemble, quoi. Ne t'inquiète pas, il y a Facebook au milieu pour attraper tout le monde. Ouais. C'est ce qu'on dit, hein. Souvent, depuis quelques années, il y a les 3 internets, l'internet chinois, l'internet européen et l'internet américain. Alors là, il y a une petite forme de l'internet russe qui est en train de se créer, on va dire, qui est une émulation de l'internet chinois. Mais oui, c'est ce vers quoi on est en train de se diriger. L'Internet américain et européen sont à peu près, on va dire qu'ils sont frères plutôt que d'être cousins, parce qu'on a les mêmes accès aux mêmes informations, en tout cas jusqu'à maintenant, en majeure partie. Mais bon. Des conséquences intéressantes du coronavirus sur la tech ou des interactions intéressantes, au-delà du fait que certaines sociétés ferment leurs opérations temporairement en Chine ou interdisent les voyages. Donc Apple autorise le port du masque à tous ses vendeurs, par exemple. Au Mexique, Uber a suspendu 240 comptes d'utilisateurs, pas de conducteurs, d'utilisateurs qui avaient possiblement été en contact avec 2 conducteurs qui avaient possiblement été en contact avec le coronavirus. Alors, plutôt, les passagers ont pris des Uber avec des conducteurs qui avaient été en contact avec des gens qui avaient été infectés avec le coronavirus. C'est marrant de voir, alors c'est pour évidemment éviter de continuer la propagation du virus. J'imagine qu'ils ont informé les personnes en question et que du coup on peut les dépister. Mais c'est marrant de voir qu'en ayant les traces, parce qu'ils ont toutes les archives, ils peuvent avoir cet effet positif au final sur la contagion. Donc un petit truc sympa. Un autre truc sympa, il y a eu un certain nombre d'articles sur des docteurs et des infirmières qui utilisent TikTok pour familiariser les gens avec la profession médicale et pour donner des informations sur l'éducation sexuelle, sur le coronavirus justement, sur plein de choses, sur les vaccins. Et c'est marrant parce que c'est des médecins. J'ai vu celui pour éduquer les anti-vax. C'est ça. C'est vraiment des médecins qui eux-mêmes font des comptes sur TikTok avec des petites vidéos marrantes avec la musique, comme fonctionne TikTok, pour à des buts éducatif. J'ai trouvé ça vraiment, une utilisation hyper positive de toute cette technologie. Oui, ça m'a fait sourire. C'est très bien. Ouais, c'était mais honnêtement, une belle illustration. Alors, ouais, et tu vois, pour aller dans ce sens-là, moi je suis effaré, alors ça c'est pas tellement un sujet tech, mais un peu quand même, je suis effaré de voir comment aujourd'hui les ados, enfin je dis les ados, mais c'est presque des adultes, parce que moi je vois en entretien plein de terminales, donc 17 ans, tous en fait sont imprégnés de désinformation liée à ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Snapchat et autres. Et c'est assez incroyable de voir que ça manque de messages positifs et surtout de vérité. Et qu'il est plus facile de croire à des théories du complot. C'est impressionnant. J'ai jamais vu autant de gens. Parce je fais passer un petit test, un petit entretien pour faire rentrer les gens dans l'école pour laquelle je travaille. Et c'est hallucinant de voir que certaines croyances, en fait, colportés par les réseaux sociaux parce qu'ils passent leur vie là-dessus, et de voir que c'est leur principale source d'information. Parce que parmi les questions, je demande avec quoi ils s'informent, et c'est Snapchat, Facebook, Twitter, quoi. Et donc, quel type de désinformation tu constates ? De la désinformation sur par exemple l'utilisation, sur l'homéopathie, sur ce genre de choses. C'est des questions de culture générale et comprendre s'ils sont capables de réflexion sur certains sujets en tout cas.
sujets sociétaux, et je vois qu'en fait il y a une désinformation incroyable là-dessus, sur le fait que les autorités doivent quand même un peu nous mentir, il n'y a peut-être pas que 3 personnes infectées, c'est hallucinant en fait. C'est hallucinant sur les élections, sur les gilets jaunes, sur toute l'actualité de manière générale. La façon dont ils appréhendent l'information, et surtout ce qu'ils retiennent pour vrai entre 2 informations, c'est-à-dire la vérité journalistique, vérifiée, croisée, recoupée, et la vérité lancée par... La vérité journalistique qui, si on veut être hyper pinailleur, n'est peut-être pas forcément toujours ça, je dis pas. fiable, mais quand même plus fiable Face aux faits, je veux dire, face aux faits journalistiques. Là où je rejoins vraiment Cédric, moi je le vois dans ma revue de presse aussi. En fait, on vit une époque où l'infotainment est allé tellement loin. Il faut du sensationnel. Moi, il y a parfois, je fais un article, tu vois, qui est vrai, qui dit quelque chose de vrai. Oh, il est chiant ton article, quoi. Mais oui, c'est ça. On va préférer les vérités sexy ou les mensonges sexy aux vérités plates et banales. Ça manque un peu de piment. C'est ça, dans une époque où on se fait un peu chier, et où effectivement, imaginez qu'il y a un complot ou un machin, les théories du complot par exemple, c'est des trucs auxquels ils adhèrent clairement. Et c'est hallucinant, quoi. Sans aller jusqu'aux théories du complot, moi je travaille très très dur pour que cette émission soit aussi un petit peu d'entertainment. Alors on est plutôt bien sûr, parce qu'on rigole dans les vannes. C'est ça. Non mais c'est ça, mais ça c'est pas besoin de plus. C'est par design, tu vois, c'est vraiment parce que je me dis, pour que les gens soient informés, on a tellement... Il faut de la bonne humeur au milieu, c'est tout. Non, mais c'est ça, on a tellement de distractions, mais d'entertainment qui appellent notre attention, que si l'émission est tellement rigoureuse qu'elle devient un petit peu morose, elle va pas, les gens vont l'écouter moins. Et alors, bien sûr, moi, j'essaye de rester dans la rigueur... Pardon ? Faut que tu travailles tes titres, là, cet épisode, ça doit être les chiffres qu'on vous cache, les mensonges des GAFAM. C'est ça, exactement. Tu vois, un truc un peu qui pète, quoi. Voilà. Écoute, très bien, ceci est ma dernière émission. Écoute, le titre que j'avais choisi jusqu'à maintenant, c'était « Résultat de points, quoi d'intéressant ?» Mais t'as raison. En fait... il faut que tu trouves un truc... je vais faire les chiffres, résultats, les chiffres cachés. Mais on n'a pas vraiment de chiffres. Par les GAFAM reptiliens Illuminati, tu vois, un truc. Et tu dis, ou alors, il y a vraiment, c'est plus radical, mais ça marche très bien. Ceci est ma dernière émission. D'accord. Mais ce qui est vrai, c'est la dernière que tu auras sortie aujourd'hui. À ce moment-là, c'est ça, oui. Avant la prochaine. Plus sérieusement, c'est vrai que peut-être qu'il y a une leçon à tirer là-dedans, et c'est celle qu'ont compris les professionnels de la médecine qui utilisent TikTok. On revient à ce sujet. Il y a une... Pardon ? Oui, non, mais c'est vrai. Mais pourquoi laisser place à la médiocrité, au mensonge et comment ça s'appelle et au vide ? Pourquoi laisser cette place-là à Twitter, TikTok, Facebook et autres ? Et pourquoi pas mettre un peu d'intelligence et de conseils, de bienveillance sur ces réseaux-là, en fait, lutter dans un emballage qui est un petit peu distrayant, qui emprunte mine de rien à ce sensationnalisme. Bien sûr. Mais peut-être que c'est ça qu'il faut avoir juste la bonne dose de sensationnalisme, pas de sensationnalisme, mais d'amusement dans l'information sérieuse. Peut-être que c'est quelque exactement. chose. C'est quelque chose que il ne faut pas tomber dans le snobisme et la rigueur de dire, par exemple, je fais des titres factuels parce que je ne veux pas tomber dans le putaclic. Mais pour moi, il y a une marge entre le putaclic et travailler son titre pour donner envie de lire. Tu vois, c'est tout con, mais c'est ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est très intéressant, effectivement, ce que vous dites. Je vais revoir de fond en comble la ligne éditoriale du Rendez-vous Tech. Mais non. C'est pas ce qu'on dit non plus. Mais en gros, se battre avec les mêmes armes. Parce qu'après tout, pourquoi leur laisser le champ libre, tu vois ? Et quand tu parles, tu vois, justement, quand elle fait des trucs sur l'éducation sexuelle ou sur le coronavirus ou d'autres trucs, c'est tellement... Enfin, moi j'ai envie d'être rassuré, tu vois, le coronavirus, quand tu lis tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les machins, les trucs, et même dans les médias classiques, soit tu as la communication très sérieuse d'un côté, et du coup, ça reste anxiogène, soit tu as la communication des gens qui disent on va tous mourir sur Twitter, et ça reste anxiogène. À aucun moment, tu as un mec qui prend la parole en disant écoutez,
on va faire un truc simple, je vais vous expliquer la vraie vie, mais pas sur un ton journalistique, sérieux, tu vois, une enquête poussée, machin, parce que personne n'écoutera ça, mais sur le même ton de la rigolade, quitte à démonter certaines théories, certains trucs et tout ça, et à tourner ça un peu au ridicule. Je pense que ça aurait du sens, tu vois. C'est un petit peu ce qu'on fait dans les podcasts au final. Exactement. Moi, dans mon dernier clat là, que j'ai sorti dimanche, j'avais invité un docteur pour venir parler du coronavirus. Et pourquoi est-ce que porter un masque, c'est inutile face au coronavirus dans le métro et tout ça? Pourquoi ça sert à rien? Et pourquoi on risque pas de tous mourir demain? En fait, c'est bête, hein. Mais c'est histoire de rassurer les gens et leur montrer qu'il y a certains trucs ridicules qui circulent comme... C'est marrant parce que j'avais la même réflexion, enfin une réflexion cousine à propos de certaines émissions que je trouvais sur YouTube il y a déjà quelques années. Je pense notamment à PBS Space Time par exemple, qui est une émission d'astronomie et pas d'astronomie mais de physique fondamentale hyper intéressante, ou à Crash Course dont j'ai parlé à de nombreuses reprises, qui est fantastique, et ils ont vraiment fait quelque chose de sérieux en adoptant les codes de la nouvelle plateforme. Et on a été très très long à y venir en France. Aujourd'hui, il y a des vidéos, il y a Le Monde qui fait des trucs assez intéressants sur YouTube, mais au-delà de la plateforme YouTube, c'est le format qui est un peu différent, qui est toujours sérieux et relativement rigoureux, mais avec un emballage qui est plus attrayant. Donc oui, c'est ça. La forme est attrayante, mais le fond reste sérieux. C'est ce que j'ai essayé de faire là avec la vidéo YouTube et d'autres de ma série Réaction, c'est garder les codes entertainment pour aborder des sujets qui sont hyper arides, quoi. Ouais, et il y a effectivement une frontière, je suis d'accord, il y a des gens qui dépassent cette frontière et qui font dans le sensationnalisme, mais il est possible de rester du bon côté, quoi. Exactement. Bon, écoutez, merci pour ces discussions. On finit pas en musique ? Ah, écoute, je vais laisser les gens le découvrir eux-mêmes. Si vous aimez Elon Musk, vous pouvez aller écouter Don't Doubt Your Vibe, son deuxième titre. Je me souviens plus du nom du premier, mais disons qu'on est à peu près au même niveau. C'est du niveau, j'ai 14 ans, je découvre les sampleurs et les séquenceurs, et je fais un truc en 10 minutes. Mais pourquoi, écoute, il s'en fout. Non. Il fait ça pour se marrer. Ça, c'est pas ce qui me dérange. C'est assez rafraîchissant, en fait, moi. Oui, moi, je crois que c'est de la diarrhée auditive, tu vois. Mais mais clairement, c'est très, très mauvais. Clairement, c'est très mauvais. Mais... Non, mais c'est rafraîchissant de voir quelqu'un qui est pas sur son image 100% du temps, comme beaucoup de gens sur cette planète en ce moment, quoi. Ouais, je dirais que dans le cas d'Elon Musk, il bénéficierait peut-être une certaine retenue à ce niveau-là. Mais bon. Ouais. Là, c'est du niveau McAfee presque, hein, donc faut non, quand même, McAfee, c'est... Bon, écoute, il suffit juste qu'il y ait un peu moins de drogue. D'accord. Non, mais c'est ça. Bon. McAfee, on est quand même à une étape. McAfee, c'est particulier, quoi. Bref. Oui, non, mais je sais, mais si tu veux, il se McAfee's là. Il faut qu'il fasse doucement. Disons que d'ici une dizaine d'années, on pourrait y arriver, c'est vrai. J'ai vu le documentaire sur McAfee, mais moi, j'étais pas au courant, quoi. Je m'attendais pas à ça, quoi. C'est horrible. Alors, pour ceux qui savent vrai, pas, hein. John McAfee est un ancien tycoon de la tech qui avait développé les logiciels McAfee, antivirus, machin, et il les a revendus à un moment, et il est devenu une sorte d'ermite de la forêt du web, conspirationniste, troller, enfin c'est... Et en même temps, il a David Hasselhoffisé sa vie à base d'alcool, de drogue et tout ça, donc c'est devenu... C'est particulier, McAfee. Et Elon Musk est quand même pas là du tout, quoi, soyons honnêtes. Non. Bon, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Merci à Cédric et Jérôme de m'avoir accompagné. Cédric, qu'est-ce que tu fais dans la vie sur l'Internet ? Est-ce que tu aurais, par exemple, quelques renards à nous conseiller au hasard ? Oui, c'est ça. Oui, vous pouvez aller sur studiorenegade.fr. On a lancé un podcast audio, nous aussi. On est déjà au numéro 7, qui s'appelle Clat. En fait, c'est Talk à l'envers. C'était original comme nom. On s'est dit, on n'avait pas d'idée. Donc, c'est un talk où on parle d'actu, tout ça. Voilà. Et accessoirement, dans ma vie maintenant, je suis responsable pédagogique chez Epitech Digital. Donc voilà.
Très bien. C'est pour ça que je on peut retweet avoir- plein de trucs comme ça sur mon compte Twitter. C'est ça, sur ton compte Twitter, on transfo peut avoir toutes ces numérique et tout ça. informations. L'Epitech, tu sais, moi j'ai une grande histoire avec l'Epitech. Ça fait partie. Moi, j'y étais pas, mais ça fait partie de toute ma jeunesse, donc ça m'a fait bien marrer de voir que tu. Et en plus, j'ai des amis qui y étaient, et j'ai une amie qui travaille aussi maintenant. C'est ma N+1. C'est ça. Donc voilà. Oui, effectivement. Donc c'est une grande histoire de proximité et de relations particulières avec l'Epitech et l'Epita aussi. Enfin, Epita aussi, tout à fait. oui. Ah, c'est bon les pitas. Célina, salut à toi. Oui, oui. On salue Célina, effectivement, au passage. Jérôme. Et sur Teams avec elle juste avant, justement, tu vois. Donc... tu lui feras une bise de ma part. Voilà. Jérôme, où on te retrouve ? Eh ben moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Nowtech et dans un live tous les matins qui s'appelle Le Mug maintenant et qui est de 8h à 9h. On fait une revue de presse de la technologie, donc très complémentaire à l'émission de Patrick, puisque nous, on ne va pas aussi loin que Patrick dans les analyses, mais on vous tient au courant tous les matins. Alors, pour la veille, c'est bien. Ouais. Donc, les liens vers les comptes Twitter seront dans les notes de l'émission et vous pouvez tout retrouver à partir de là. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Instagram où je poste des photos bien sympathiques. D'ailleurs, une des dernières photos que j'ai postées, c'était pas sur Instagram, c'était sur Twitter, c'était mon téléphone iPhone 10 dont l'écran est désormais brisé comme mon cœur. Mais comment tu fais pour vivre avec un truc brisé ? Patrick, te connaissant, tu dois faire des cauchemars. C'est très très difficile. On va voir si je vais. Il y a quelqu'un, j'en parlais sur Twitter, et quelqu'un m'a donné parce que je savais pas si je devais attendre les prochains ou. T'as donné une astuce, utilise ton téléphone à l'envers. Non, comme ça tu ne vois jamais l'écran. C'est pas ça. Je sais pas si je dois attendre le prochain parce qu'il est utilisable quand même. Il est pas super brisé. Il y a 2 grosses fêlures sur. Attention quand même. Il faut Patrick que tu passes à l'étape suivante, le gros morceau de scotch collé sur la brisure. Non, mais en fait, pour pouvoir le revendre, il faut que l'écran soit en bon état. Donc, comme j'ai encore peut-être 10 mois jusqu'à l'arrivée des prochains, je crois que je vais faire changer l'écran. Je vais voir combien ça coûte. Je vais appeler Apple, mais je vais voir combien ça coûte. Peut-être que je vais faire changer l'écran parce qu'au final, pour le revendre, parce que évidemment, je vais le revendre. Et ça ferait plus sage et ça ferait moins mal aux doigts aussi. Mais à tous ceux qui me disent ouais, il y a pourquoi tu utilises pas une coque ou machin, en 10 ans, j'ai jamais cassé mon téléphone, même plus. Mais voilà, il ne faut jamais dire jamais. Ouais, c'est ça. Je disais il y a quelques jours sur les réseaux, je vais bientôt changer. C'est la première fois que je le garde depuis 3 ans, le téléphone. Est-ce que je vais en changer cette année ou pas, machin. Ou Jérôme pourrait te conseiller une housse Rhino Shield. Voilà, ça, une bonne Rhino Shield. Mais tu sais que tu peux même te mettre des Rhino Shield au doigt aussi. Pour éviter de me couper avec sur l'écran. Tu sais que je suis allé regarder les protèges écran et j'ai pensé à Rhino Shield tout de suite, justement, grâce à toi. Comme quoi, parfois, la pub, ça peut être sympa et ça peut être utile. Alors, moi, je conseille jamais les protèges écran, sauf si tu as brisé ton écran. Bah voilà, exactement. Voilà, exactement. Ça peut être une bonne solution. Et pour terminer, patreon.com/rdvtech, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme un magazine où il y a 2 pages de pub. Vous vous doutez bien que si vous ne payez pas pour le magazine, ça va poser des problèmes à différents niveaux. Donc si vous pouvez vous le permettre, peut-être, c'est pas très cher, $1, $2 par épisode, et que vous appréciez l'émission depuis un petit moment, pensez-y, patreon.com/rdvtech, le lien est aussi dans les notes de l'émission, comme le lien du sondage avec les photos incroyables. Merci à vous tous, on vous fait de grosses bises et on vous dit à dans une semaine. Ciao, ciao. À quoi ressemblera une ville 100% circulaire en 2050 ? Les super matériaux de la science-fiction peuvent-ils devenir réalité ? La révolution biomimétique aura-t-elle lieu ? Découvrez Le pouvoir caché des matériaux, un podcast de Saint-Gobain, disponible sur toutes les plateformes.